Rendez les bijoux, bijoux de la couronne. où on négocie même. Mais moi, je serais pour négocier. Franchement, si j'ai un appel à lancer, il faut négocier. C'est très important. Il faut le faire rapidement. Sinon, on ne les reverra plus. Pierre-Jean Chalençon, bonjour. Bonjour, cher ami. Le grand public vous a connu en étant le collectionneur spécialiste de Napoléon, jet-setter, on vous a vu dans les émissions de télévision. Et puis là, on vous avait un peu perdu de vue et vous avez poussé un sacré coup de gueule après le braquage du musée du Louvre. On regarde, on écoute. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres. Alors, vous étiez en larmes? Oui. Mais c'est sincèrement monté cette colère. Alors, je en vais vous dire une chose. Parce que je me suis dit, ça y est, Chalençon, il refait son numéro. Non, mais vous savez, j'ai jamais fait de numéro. Je suis quelqu'un de Mettez-vous bien devant le micro. Je suis quelqu'un de très sensible. Non, j'étais simplement à Bangkok. Je rentrais à Bangkok et j'ai appris que le Louvre avait été cambriolé. J'ai envoyé un message au président Macron qui m'a répondu. Il m'a dit des choses très, très, très gentilles. Ah, vous avez le portable du président Macron? Bah oui. C'est pas naturel quand même. Bah, moi aussi. Et tout le monde pense que je suis un horrible mec d'extrême droite, mais je suis surtout un homme qui aime tout le monde et qui parle à tout le monde. Donc le président de la République est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je dialogue régulièrement, et pas qu'avec lui d'ailleurs. Mais il a été ça m'a beaucoup touché et ça m'a touché. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors? Des choses personnelles par rapport à tout ça, et parce qu'il sait que j'aime beaucoup, et puis on s'est laissé un message. Et donc, je me suis un peu, voilà, ça m'a ému. Et à partir de là, j'ai fait cette petite vidéo de 40 secondes. Et je l'ai mise sur le réseau, mais en pensant que ça serait oublié et qu'il n'y aurait personne qui regarderait. Mais a priori, il y a eu quand même près de 20 millions de gens qui ont vu ce tweet. Et puis, ça Mais pourquoi ça vous a autant ému? Parce que ça touche à Napoléon? Oui, ça touche à la France, ça touche à Napoléon. Vous savez, je suis un patriote, j'aime la France, j'aime mon pays. Je me suis battu depuis l'âge de 8 ans pour collectionner Napoléon. Bon, quand je vois le peu d'intérêt qu'on a eu quand j'ai commencé à vendre quelques trucs il y a quelques mois, je me dis que j'aurais dû faire autre chose. Mais bon, tant pis, c'est ma vie, hein, j'assume. Mais ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, la France est en faillite, on n'a plus de gouvernement, on met Sarkozy en tôle, et là, la cerise sur le gâteau, les diamants de la couronne. Donc oui, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Vous dites, rendez les bijoux à votre... Rendez les bijoux de la couronne, oui, bordel de merde. Bah, qui peut faire ça, mon cher Consigny? Vous êtes. D'ailleurs, c'est fou parce que vous ressemblez à Napoléon, c'est impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. Vous Et avez ça vraiment... n'est pas que physique. Ah bah. C'est une ressemblance également psychologique. Et politique. Et par anticipation. Faites attention, je vais vous adopter. Mais ça va mal finir alors. Mais non, Merlot au et la contraire. Bérésina, ça commence Mais pas. selon vous, qui peut être derrière? Vous avez vu, on a interpellé 2 gars, Oui. dont un qui voulait partir vers l'Algérie, l'autre qui apparemment voulait partir vers le Mali, des spécialistes du vol. Vous pensez qu'on a chopé les bons? Moi, en tout cas, je pense que c'est pas Spadjari, hein, c'est pas le casse du siècle. C'est des types qui ont quand même, voilà, c'est un casse Made in Maghreb, quoi. C'est-à-dire low cost? Bah, un peu low cost, oui. Franchement, on peut pas dire que ce soit quand même. Enfin, vous avez vu ce qu'ils ont oublié. Ils ont fait tomber la couronne. Ils oubliaient leurs casques et des gants. Ils brûlent pas la voiture. Enfin bon. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je pense que ces gens-là ont eu un pot terrible parce que les vitrines du Louvre n'étaient malheureusement pas sécurisées. Ah bah ça, c'est moins qu'on puisse dire. Le Louvre, c'est plus facile d'aller dans une épicerie que voler, que d'aller... Enfin, plus facile d'aller au Louvre que d'aller dans une épicerie volée, si je puis dire. Et ça, c'est terrifiant. Donc oui, c'est terrifiant parce que cette somme, enfin ces bijoux de la couronne... Mais vous allez plus loin, vous pensez que ça pourrait être commandité de l'étranger, selon vous? Vous qui avez l'habitude des grands collectionneurs, de ceux qui veulent se payer des objets à tout prix. Alors là, est-ce qu'on est dans ce cas-là ou pas? Non, pas du tout. C'est pas des objets qui font rêver. C'est des objets magnifiques, princiers, etc., royaux, impériaux. Mais moi, je les connais parce que c'est ma passion. Mais qui connaissait cette vitrine au Louvre? Personne. S'il y avait dû avoir une commande, c'était le Régent. Le Régent, c'est un des plus gros diamants du monde. C'est le diamant de Louis XIV, de Louis XVI, de Louis XV, etc. Et de Napoléon, d'ailleurs. Là, ce sont des choses très secondaires qui ont été vendues, qui ont été volées. La fameuse parure d'émeraude de Marie-Louise, elle a été achetée il y a 20 ans, 3 500 000 € chez des descendants de la famille impériale. La couronne, c'est les amis du Louvre qui l'ont achetée il y a 25 ans. Pour, je crois, c'était 4 millions de francs.
Si on met bout à bout, ce sont que des acquisitions récentes, qui ont 30 ans, 35 ans. Donc je ne vois pas qui. Non, moi, à mon avis, c'est des petits malfrats qui se sont dit tiens, on va faire le casse du. Vous savez, ça fait plusieurs années, ça fait 3 ans Des qu'on. petits malfrats qui ont réussi quand même. Superbement, mais Le braquage, il fallait quand même être bien renseigné, Oui. aller à l'endroit. Et je pense qu'ils ont été bien renseignés. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des complicités intérieures. Je pense qu'il y a une complicité intérieure. Et puis il faut dire, quand vous regardez le Louvre, enfin, on rentre comme dans un moulin, on peut tout voler. Mais moi, vous savez, il y a quelques années, ça m'est arrivé personnellement. On m'appelle, la maison Sotheby's m'appelle et me dit Pierre-Jean, on a l'acte d'abdication de Napoléon à vendre. Est-ce que ça t'intéresse? Je leur dis écoutez, les actes d'abdication de Napoléon, je sais où ils sont. J'appelle les archives nationales. Je dis est-ce que vous pourriez aller dans l'armoire voir les. Ils l'avaient volé, ça avait été volé depuis des mois. Ils ne savaient même pas qu'on leur avait volé l'abdication de Napoléon. C'est grâce à moi que ça a été intercepté aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que dans les musées, aux archives nationales, on se sert comme on veut. Vous allez au château de la Malmaison, à Fontainebleau, c'est pareil. Justement, à cette occasion, on se rend compte que énormément de musées sont l'objet de vols, de, entre guillemets, je mets des guillemets, de petits vols de bijoux, beaucoup de bijoux, de petits bijoux. Comment est-ce qu'on explique effectivement cette recrudescence de vols de bijoux dans un certain nombre de musées, y compris bien sûr des musées régionaux, voilà. Vous avez vu qu'il y a quelques mois, le musée de Clermont-Ferrand a été braqué et c'était de la porcelaine. Il y en a eu pour 6 millions d'euros. Vous vous rappelez qu'en 2017... Il y a des tabatières qui ont été volées, mais voilà. c'est des tabatières, c'est un recyclable. Là, on ne peut pas déceler des tabatières. Donc non, mais après, les tabatières, vous savez, si elles sont en or, avec le cerclage, etc. Moi, j'ai des tabatières de Napoléon, elles sont en or, avec des tailles, tout ça. On peut tout recycler. Mais c'est terrifiant parce que c'est notre patrimoine. Là. Moi, ce qui m'a un peu gêné... Sans parler du vol dans les églises. Ah bah alors là, n'en parlons pas. Mais rappelez-vous, à Marseille, le musée qui avait été... Il y avait 4 kilos d'or avec des pierres précieuses qui avaient été détruites. Et la couronne de la Vierge de la Fourvière qu'on n'a jamais retrouvée. Voilà, c'est ça, la couronne de la Vierge de la Fourvière qu'on n'a pas Donc ça veut dire que la France ne sait pas protéger son patrimoine qui est à l'intérieur de ces musées, là, aujourd'hui. C'est terrifiant. Alors. Ça fait 15 ans qu'on a des ministres de la Culture qui font tout sauf de la culture. Ce sont des gens qui ont des strapontins, c'est des gens qui veulent briller. Bah oui, c'est chic, ils servent la culture, on va à l'opéra, comme le faisait Roselyne Bachelot. Même moi, j'étais très ami avec Frédéric Mitterrand. Et Frédéric m'a dit, c'est impossible de gérer le ministère de la Culture parce qu'on ne peut rien faire. C'est un État dans l'État, ce sont des hauts fonctionnaires qui restent, ils n'en ont rien à foutre. Et ils vous disent oui. Le problème, c'est qu'il faut remettre tout à plat. Et le ministère de la Culture est un ministère qui devrait être un ministère régalien. Il n'y a qu'à privatiser tous les musées, parce que je sache, j'ai pas souvenir qu'on ait braqué le Guggenheim ou le Met à New York, il me semble pas. Le Getty. Alors que, oui, c'est ça. Alors que ici, malheureusement, en France, régulièrement, on nous parle de pillage dans les églises ou de vol dans les musées des villes de France. On va à la Tour de Londres, on est tous allés à la Tour de Londres, vous voyez les bijoux de la Tour de Londres. Ouais. Je vous assure, avant qu'on puisse les récupérer, c'est dans des salles blindées, c'est impressionnant le système de sécurité. Là, on est dans la galerie d'Apollon. Alors c'est vrai qu'elle est belle, cette galerie, mais les vitrines étaient complètement obsolètes. Encore il y a 15 ans ou 20 ans, il y avait des vitrines qui, si on les touchait, tout voilà, rentrait. Alors comment vous expliquez qu'on a changé pour des vitrines non seulement moches, mais en plus même pas équipées d'un point de vue de sécurité par rapport aux précédentes? Comment on l'explique? Comme aurait dit Jacques Chirac, c'est totalement abracadabrantesque. D'accord. C'est totalement oui, mais ça a été des décisions, ça, qui ont été prises par qui? Mais je pense que malheureusement, c'est des gens du musée du Louvre ou c'est des hauts fonctionnaires. Oui, personne démissionne là. Mais de toute façon, il n'y a pas de responsabilité. Dans une entreprise privée, vous faites une connerie, vous êtes viré, militari. Là, aujourd'hui, la directrice du Louvre, elle est charmante, cette dame. Elle est là depuis 2019. Depuis 2019, ça fait 6 ans qu'elle est là. Elle se rend compte que... Alors elle se couvre en disant qu'elle avait demandé un audit et qu'elle avait alerté sur le manque de sécurité mais je suis d'accord avec du toi. Louvre. Mais au bout de 6 ans, un audit, c'est terrifiant quand même. Écoute, il y a un moment, il faut arrêter. Oui, mais même avant l'audit, il y a un détail que l'on oublie. C'est que le 16 juin, il y a quand même eu une grève du personnel du musée, justement, qui dénonçait qu'il n'y avait pas assez de monde par rapport à la surpopulation qui venait en masse et qu'il y avait des conditions de travail qui étaient extrêmement compliquées. Et comme à chaque fois qu'il y a des grèves, on les a mis un petit peu de côté parce que ça n'a duré qu'1 jour. Et finalement, ça leur a donné raison. Donc on voit que quelque part, le casse du siècle a fait suite à une casse sociale. Donc pour vous, qui sont les vrais responsables et quelles seraient les solutions à prendre pour que ça aille mieux, que ce soit pour le musée du Louvre, pour nos églises, pour les autres musées et pour le trésor français tout simplement? Je pense qu'il faut un ministre
un ministre de la culture qui soit vraiment responsable, parce que ça suffit d'avoir des gens. Moi, j'adore Rachida, elle est très bien, mais bon, Rachida, elle est à la culture parce qu'elle veut être maire de Paris. Et ils ont tous quelque chose. À chaque fois qu'ils sont à la culture, c'est pour aller quelque part ailleurs. Il faudrait avoir vraiment un vrai ministère. Qui serait le ministre idéal de la culture selon vous? André Malraux. Non, dans les vivants. Moi, je vais vous dire une chose, ça va vous paraître insensé. Pierre-Jean Chalençon. À force, oui, peut-être, parce que des fois, je me dis que je serais peut-être pas si mal que ça. Mais moi, j'étais très ami avec Charles Trenet, c'était ma famille, et j'ai connu Jack Lang. Jack a été un ministre de la culture extraordinaire. Mais là, maintenant, dans ceux qui sont dispo. Moi, je prends la place tout de suite. Si demain, il y a un nouveau gouvernement un peu plus à droite, je postule. Parce que quand je vois ce qui se passe, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut sécuriser tous les musées. Il faut débloquer des budgets. Quand vous dites pourquoi on ne privatiserait pas les musées? Pourquoi on ne vendrait pas le Louvre? Pourquoi on ne le donnerait pas? Alors attends, parce que là, tu peux avoir un autre problème, c'est que si tu privatises, il faut voir aussi le statut du coup des œuvres. Voilà. Parce que, excuse-moi, ça, c'est des biens nationaux. Moi, j'ai appris dans le cadre d'un débat que le désespéré de Courbet avait été vendu par la France au Qatar. Et que là, le Qatar nous prête... Oui, en loose day. On n'est pas au courant. Alors que la France avait les capacités... Pour récupérer de l'argent. Oui, la France avait les capacités de le racheter. On n'a pas voulu, on l'a vendu au Qatar. Aujourd'hui, le Qatar nous le prête généreusement. On peut le voir en ce moment au musée d'Orsay. Allez-y, parce que ça ne va pas durer longtemps. Apparemment, il faut qu'il reparte bientôt à Doha. Moi, je suis navrée. Ça ne va pas. Donc moi, j'ai peur que si on privatise, ce soit des biens nationaux qui nous échappent, vu que déjà, dans notre dos, l'État vend des bijoux de famille, c'est le cas de le dire. Moi, donc, on nous vole les bijoux au musée du Louvre et on nous vole en nous vendant dans notre dos des œuvres patrimoniales d'une grande importance, parce que le désespéré de Courbet, c'est pas rien, quoi. Donc voilà, moi, excuse-moi, la privatisation, ça m'inquiète quand tout est nationalisé aux mains des hauts fonctionnaires qui, comme le dit M. Chalençon, n'en ont rien à foutre, pour le dire vulgairement, mais ça m'inquiéterait aussi que des privés les aident, dans la mesure où les privés, ça va vite tomber entre les mains de gens qui, excusez-moi, n'en ont rien à faire du patrimoine national et sont prêts à le brader. Alors pourquoi la sécurité du Louvre soit donnée à une entreprise privée, à ce moment-là complètement privée, qu'on dit la sécurité du Louvre, donnant à un spécialiste international. Et qui régule un peu les flux, parce que visiter le musée du Louvre et comparer quand vous visitez le musée du Prado à côté, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Les conditions de visite, c'est pas les mêmes. Quand il n'y a pas grève. Mais en France, t'es serré comme des sardines dans certaines salles, dans d'autres, il n'y a personne, c'est n'importe quoi, les quotas. Un jour sur deux, les salles Empire, par exemple, du musée du Louvre, elles sont fermées. Quand vous voulez voir des salles, combien de fois je me suis dirigé... À l'époque, j'en parlais avec Alain Decaux, grand ami, Alain Decaux, historien, ministre de François Mitterrand, un type que j'adorais. Et Alain, on adorait faire des musées ensemble. Et souvent, il nous arrivait d'aller à Fontainebleau. On arrivait à Fontainebleau, on nous disait non, il n'y a pas assez de gardiens, c'est fermé. Au Louvre, pareil. C'est hallucinant. Et ça n'a pas changé. C'était bon il y a 30 ans, mais aujourd'hui, on est en 2025. Et aujourd'hui, il faut revoir toute la sécurité. C'est un vrai chantier. C'est un chantier. On nous parle de l'armée, on nous parle des plans de retraite. Mais là, la culture, c'est important. Parce que c'est notre patrimoine. Par exemple, c'est un peu plus sécurisé. Alors, quand même, Versailles, c'est beaucoup plus sécurisé. Et surtout, Versailles, il y a beaucoup des amis les Américains, les amis de Versailles, qui sont des Américains. Ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent. Il y a plus de pognon. Il y a plus de pognon, même si au Louvre, il y a de l'argent, parce que le Louvre à Abu Dhabi donne beaucoup d'argent. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et ça, on aimerait bien donc savoir à quoi sert tout cet argent. Parce que c'est pratiquement 80 millions par an. Là, je suis passé justement, la semaine dernière, je suis passé à Abu Dhabi, la semaine dernière. Et c'était fermé, le musée, je voulais y aller. Bon, il était fermé sur 2 jours. C'est toujours fermé quand vous Voilà. y allez, vous. Jamais de peau. Et vous y allez à quelle heure? Ils ont peur. Oui. Il y a peut-être un problème d'horaire. Non, c'était 10h, 11h du matin. Mais ils sont fermés le lundi et le mardi. Ah, bref. Mais à Abu Dhabi, il faut le faire quand même. Bon, ils ont pris l'exemple français peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Louvre a de l'argent. Il faut arrêter de dire ça. Les musées, Fontainebleau, c'est 150 ou 200 000 visiteurs. À 10 €, ça fait de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires qui ne sont malheureusement plus du tout dans le move, quoi. Il faut les revoir, il faut tout revoir. La Malmaison, c'est pas très bien. Ah bah la Malmaison, c'est catastrophique. Ah d'accord, parce que j'y suis allée, c'est pas génial. Tant que Bernard Chevalier, l'ancien conservateur qui est décédé malheureusement il y a 2 ans, était là, c'était magnifique. Mais depuis, le budget du musée du Louvre, il faut le rappeler, c'est 90 millions d'euros par an. Donc on peut quand même se demander... C'est le plus grand musée du monde. Oui. D'autant plus que dans un pays... utiliser cet argent, visiblement pas dans la sécurité. Un pays désindustrialisé comme la France, dont l'économie tient bon an mal an grâce à une chose, le tourisme.
si on n'est même pas foutu de protéger notre patrimoine, c'est vraiment très inquiétant parce que il nous restera plus rien après, hein, vu qu'ils ont déjà tout démantibulé. La collection globale du musée du Louvre, il y avait eu une évaluation, c'était entre 35 et 40 milliards d'euros. La collection globale du musée, si tant est qu'on puisse évaluer les tableaux de David, de Delacroix et de la Joconde. Voilà, la Joconde, la Samothrace, enfin tout ça. Mais la Joconde, c'est pas évaluable. Non, mais si tu alors je sais pas si ça avait été mis dans le. Vous savez que la Joconde était dans la chambre de l'empereur aux Tuileries. C'est Vivant Denon qui lui avait mis la Joconde pour l'éveiller au goût italien. Donc vous êtes optimiste, on va les retrouver ces bijoux? Écoutez, j'espère être optimiste, bien sûr, j'espère. Rendez les bijoux de la couronne. Mais je veux dire, il y a un moment, j'espère. Ils vont pas atterrir rapidement dans les coffres, dans le collectionneur. Moi, ce que j'espère, c'est que la France, par la voix de son ministre, de Rachida ou du Premier ministre, fasse un appel aux ravisseurs, si je puis dire, aux gens qui ont fait ce hold-up, en leur disant, écoutez, ne touchez pas à ces objets, donnez-nous la somme que vous souhaitez et on va négocier. Il faut négocier, sinon on ne les reverra plus. Vous voulez qu'on négocie avec les voleurs? Ah bah écoutez, moi je pense qu'il faut négocier parce que là on va pas jouer sinon dans 8 jours c'est fini, tout ça sera enlevé. C'est très léger, il y a quelques grammes d'or, il y a peut-être 150-200 grammes d'or, le reste les saphirs vont être recoupés, ça va être horrible. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être parce que eux apparemment ils avaient déjà fait des braquages de bijouterie, c'était leur truc. J'ai l'impression. Est-ce que ça pourrait être donc des gens qui se seraient dit on va choper des bijoux assez importants avec une complicité intérieure évidemment au niveau du Louvre. Et il y a tellement de diamants sur ce diadème et sur cette broche, etc., qu'ensuite on va les dessertir et on va pouvoir les vendre. Est-ce qu'ils auraient pu avoir cette ignorance complète de tels objets? Ça serait tragique, ça serait totalement tragique parce que ce sont des diamants de taille ancienne. Donc ça vaut rien. Ben voilà. Et est-ce qu'ils seraient capables de même pas savoir ça? Parce que vous savez, on a affaire à des tellement grands Je pense que c'est des grands, oui. Je pense que vu parce que peut-être qu'on les croit plus intelligents qu'ils ne sont. Le portrait robot de ces personnes, c'est quand même pas très vaillant, quoi. On est loin du casse de Spaggiari, quoi. Merci Pierre-Jean Chalençon d'être passé par le plateau des GG avec cet appel. Rendez les bijoux de la couronne. Où on négocie même. Mais moi, je serais pour négocier. Franchement, si j'ai un appel à lancer, il faut négocier. C'est très important. Il faut le faire rapidement. Sinon, on ne les reverra plus. Merci Pierre-Jean Chalençon.